Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Innovation Talk. Ce matin, nous avons le plaisir de vous accueillir à une thématique traitement des harmoniques pour mieux gérer votre énergie. Nous allons avoir une présentation de Edouard Van den Corput, le gérant d'offres variation de vitesse et démarreur. Edouard, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière ce titre et le traitement des harmoniques? Merci Patrick, bonjour à tous et bienvenue à cette Innovation Talk sur le traitement des harmoniques. On va avoir plusieurs chapitres, enfin de manière à bien comprendre, à bien scinder cette présentation. Donc on va poser le contexte, qu'est-ce que les harmoniques, puis ensuite on va voir tout ce qui est aspect normatif, la conformité aux normes. Comment est-ce qu'on procède pour quantifier les harmoniques, les traiter, les analyser? Et puis ensuite, on va voir comment bien choisir le type de filtration en fonction du segment sur lequel on se trouve, parce qu'il n'est pas homogène évidemment, et puis quelques exemples d'applications que l'on a réalisées chez Schneider. Alors, qu'est-ce que les harmoniques? Les harmoniques, c'est tout d'abord généré par tout ce qui est composé, par tous les composants électroniques. En ce moment, on a plein de composants électroniques, que ce soit la lampe fluorescente, la lampe à LED, et puis bien sûr ce dont je vais parler, c'est-à-dire la variation de vitesse, c'est-à-dire tous les ponts redresseurs qui génèrent des harmoniques, c'est-à-dire qui déforment la sinusoïde et viennent la rendre en fait polluée, c'est-à-dire impropre à alimenter ou qui réduisent la rentabilité ou le rendement, pardon, du constituant électronique. Alors, si je fais une petite illustration un peu humoristique et un petit peu estivale, je pourrais dire que si on fait une analogie avec un verre de bière, eh ben on peut dire que la puissance apparente, c'est-à-dire la puissance totale, c'est-à-dire tout le contenant du verre de bière, il peut être décomposé dans la partie active, c'est-à-dire celle qui entraîne le moteur, et la partie réactive, c'est-à-dire la composante en fait résultante d'une charge, d'une déformation de la sinusoïde ou d'une charge inductive ou capacitive. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le courant apparent, il circule bien sur en fait toute la chaîne de distribution électrique, mais en revanche, ce qui n'est utile, c'est que la partie active. Mais en revanche, on paye bien sûr l'ensemble, hein. Donc la mousse, bah, il en faut parce que de toute façon, sur tout composant électronique, il y a forcément du déphasage, il y a forcément un peu d'harmonique, mais le but c'est qu'il n'y en ait pas trop. Il ne faut pas qu'il y en ait au moins la moitié du verre. Donc voilà, on va voir comment traiter et puis surtout comment quantifier cette déformation, hein, parce que c'est ça qui pose problème en fait. Alors voilà, ce qu'on peut dire en fait, les faits, il y a maintenant tout est électronique, tout génère, parce qu'il y a toujours des redressages ou il y a du traitement dans l'alimentation électronique, ça génère donc des déformations, ça génère de la pollution électrique qu'il faut aussi traiter, hein, parce que ça augmente, comme on l'a vu, il y a une puissance, la puissance efficace, ça augmente le coût d'énergie, donc s'il y a trop de réactifs. Donc il y a une économie d'énergie demandée, il y a une augmentation des coûts, on va voir en CAPEX et en OPEX, c'est-à-dire CAPEX c'est coûts d'installation et OPEX c'est coûts d'exploitation, et puis il y a des standards qui viennent bien sûr contrôler ou disons légiférer ce niveau de pollution. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, qu'on a pas mal oublié jusque maintenant, mais qu'il faut vraiment être conscient, dont il faut être conscient. Alors, il y a deux types de pollution électrique. Il y a ce qu'on appelle les harmoniques et puis il y a les radiofréquences. Alors, comment est-ce qu'on différencie les deux, hein? Ça, on fait toujours la confusion entre CEM et harmonique. Alors, si on regarde, passe le slide suivant, si on regarde typiquement un variateur de fréquence, sa structure. Donc il y a une partie qui est pont dresseur et ce pont dresseur, c'est celui qui va engendrer de la déformation de la sinusoïde. Hein, puisqu'en fait, on va avoir des dodanes en fait, du fait du redressement du pont de Gretz.
Et puis, il y aura une autre partie, qui est la partie onduleur, qui, elle, génère une commutation IGBT pour reformer une sinusoïde, et qui, de par les fronts montants de la commutation des IGBT, va créer une pollution, mais là, qui est rayonnée et induite. C'est-à-dire qui va être de très haute fréquence. C'est pas de la même nature. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de voir le traitement harmonique, c'est-à-dire celui généré par le pont dresseur. Donc ça, c'est important de faire la dissociation. Il y en a un qui est basse fréquence, qui déforme la sinusoïde, et l'autre qui est vraiment lié à la commutation des IGBT, qui est haute fréquence et qui rayonne ou qui est induit et généralement pollue les signaux bas niveau. Faut bien différencier les deux. Alors pour différencier les deux, on peut dire que tout ce qui est harmonique en fait est de l'ordre, si on prend les unités du kilohertz, c'est de la basse fréquence, et tout ce qui est commutation haute fréquence liée à la commutation des IGBT, c'est des mégahertz, et là c'est une pollution qui est rayonnée. Hein. Donc là il y a d'autres mesures à prendre. Donc là on a du rayonnement ou de l'induction. Ça voilà, il faut déjà bien poser le problème. Donc cette basse fréquence induit une déformation de la sinusoïde et génère ce qu'on appelle une distorsion harmonique, c'est-à-dire qu'on vient superposer au signal fondamental de 50 Hz en fait des signaux de rang impair, de rang alors si je suis en 400 volts, on commence par les rangs 5, 250 Hz, 7, 9, 11 et ainsi de suite. Généralement, on va traiter jusqu'à 13 ou 15 fois maximum. Dans le cas du monophasé, là, on a des rangs harmoniques de rang 3. Ensuite, elles se superposent aussi, elles se somment algébriquement. Bon, je reviens sur les trois effets parce que c'est quand même quelque chose d'important. Le premier est un effet sur l'efficacité énergétique puisque le courant efficace augmente du fait de l'augmentation du courant apparent. Donc ça crée en fait une baisse de rendement et surtout une baisse de l'efficacité énergétique. Le deuxième point, ça impose un surdimensionnement des constituants puisque le courant efficace augmente. Donc il faut prendre en fait des contacteurs, un disjoncteur de calibre supérieur. De même au niveau des câbles, il faut augmenter le diamètre des câbles. Et au niveau du transformateur, du fait de l'altération de la sinusoïde, eh bien là, on a une baisse de rentabilité, de rendement du transformateur. Le dernier point, c'est les perturbations électriques qui affectent aussi la fiabilité des constituants. Du fait qu'on a une moins bonne qualité d'alimentation, eh bien, on baisse le MTBF, c'est-à-dire le mean time between failure, on baisse la fiabilité des composants. Donc, trois effets majeurs qu'il faut combattre. Alors, on va voir dans quelle proportion il faut intervenir. J'espère que c'est un petit peu mieux. Donc pour résumer cette première partie, la pollution électrique est quelque chose de réel, c'est-à-dire la déformation du sinusoïde avec la multiplication des composants des constituants électroniques, altère donc l'efficacité énergétique, augmente les coûts d'investissement au niveau de la protection, au niveau des câbles, diminue le rendement des transformateurs et aussi diminue la fiabilité des composants. Voilà. Donc est-ce que cette première partie d'introduction est claire? Donc retenez bien, tout ce qui est harmonique, c'est basse fréquence et réduction de tout le rendement de votre chaîne mécatronique. Alors, par rapport à ça, le législateur, bien sûr, et surtout EDF, a émis des normes. Donc il y en a plusieurs. La principale, c'est l'IEC 61000-3. Ces normes s'appliquent sur trois segments principaux, les machines, les bâtiments industriels et les bâtiments bureaux, je dirais, et puis tout ce qui est partie end-user. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui détermine ces trois segments et comment adapter le traitement des harmoniques par rapport à ces trois segments. Voilà. Alors, il y a un point important à comprendre. Tous les segments n'ont pas besoin des mêmes solutions. Pourquoi ils n'ont pas besoin des mêmes solutions? Parce que le niveau de charge en fait des variateurs ou des composants électroniques n'est pas le même.
Généralement, dans une usine, s'il n'y a qu'une seule machine de quelques kilowatts, ça n'affecte pas le rendement du transformateur. Donc on ne va pas agir de la même manière. Alors il y a 4 points principaux qui génèrent donc des harmoniques. Il y a le premier segment en haut à gauche, donc c'est tout ce qui est machine. Alors là, au niveau des machines, généralement, on est à un niveau de charge relativement faible, généralement entre moins de 10% du niveau de charge du transformateur amont. Donc il y a peu d'impact. Donc le traitement, un traitement important n'est pas utile. Généralement, on peut mettre une self de ligne ou ne rien mettre, ça peut passer. Voilà. Mais il faut savoir qu'on ne va pas apporter des filtres actifs sur une machine simple. Voilà, on va juste faire, généralement, il y a un traitement harmonique dans le variateur, c'est suffisant. Après, le deuxième segment, c'est le segment des bâtiments, où là, la norme impose d'être à moins de 48% de THDI en courant. Donc là, on va apporter, on va nécessairement, dans le cas d'un pont de Gretz triphasé, apporter un traitement, parce que s'il n'y en a pas, on est plutôt à 50-60. Donc on va généralement mettre une self, ou de par la structure du variateur ou du constituant, on va déjà intégrer un filtre ou amoindrir le niveau d'harmonique. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, qui doit plus retenir notre attention, c'est tout ce qui est end-user. Donc d'un côté, on a les end-user process, qui eux sont plus des électro-intensifs, donc qui vont avoir plutôt des gros variateurs ou des gros constituants électroniques, et qui eux vont avoir un niveau d'harmonique relativement important. C'est-à-dire que tout ce qui génère des harmoniques va avoir un impact quand même sur le transformateur amont. Donc, vous voyez, ça représente 60-70% de charge. Donc là, il faut être plus prudent et on va apporter différents types de traitements harmoniques au travers d'un filtre passif ou de filtres actifs. Et puis, le dernier point, et les end-users sur les process continus et critiques, comme généralement dans l'eau, où là, le législateur va demander en fait une norme, un THDI beaucoup plus sévère, inférieur à 5%, de manière à ne pas trop dégrader le signal en amont, c'est-à-dire sur le transformateur. Généralement, sur ce genre de site de traitement d'eau, on a un niveau d'harmonie qui représente, enfin un niveau de charge de variateur qui représente 80% du transformateur amont. Donc là, on va imposer un traitement harmonique beaucoup plus efficace avec des filtres actifs. Voilà. Soit qui seront locaux, intégrés, ou qui seront déportés. On va voir quelle solution on peut prendre. Mais là, on va devoir appliquer un traitement beaucoup plus rigoureux. Édouard, une petite question, ces normes sont-elles mondiales? Alors ces normes sont européennes. Dans tout ce qui est end-user, elles le sont. Généralement, l'arrêté du 17 mars 2003 qui est français est repris au niveau monde, c'est-à-dire qu'on pour les process continus et très exigeants au niveau électro-intensif, là on impose un traitement harmonique. Au niveau du building en France, je dirais qu'on est, allez, je vais employer le mot laxiste, mais on tolère quand même 48% de THDI, ce qui est important. Il faut savoir que dans les pays asiatiques, on est à 5%. C'est-à-dire que tous les constituants d'électronique qui sont intégrés dans des bâtiments résidentiels, enfin résidences bureautiques, tertiaires, ont besoin d'avoir un filtre actif intégré. Voilà, ça pourrait venir en France. Pour l'instant, voilà, la norme européenne impose 48% de THDI dans le building. D'accord, merci. Alors, voilà. Quelle procédure on va avoir pour traiter les harmoniques? Alors, on va apporter des différentes solutions qu'on va donc, comme je vous l'ai présenté là juste avant, qu'on va moduler en fonction du segment sur lequel on va se trouver. Après, on va avoir des architectures plus complexes où on va appliquer des filtres, soit filtres passifs, soit filtres actifs, soit filtres intégrés au variateur, sachant que nous, Schneider, on apporte vraiment des solutions qui sont en cohérence avec notre stratégie écostructure, donc qui sont des offres TDVA, c'est-à-dire testées, validées, documentées, qui sont issues d'expertise préalable et qui sont surtout communicantes. Donc, on s'assure de la cohérence globale de la solution qu'on va apporter.
Voilà, donc les trois piliers qu'on va apporter, c'est d'abord une mesure, dans les cas un petit peu plus complexes chez les end-users, surtout sur le water, on va faire un audit, une mesure, on va regarder tous les constituants électroniques, qu'ils soient propriétaires ou tiers, on peut le faire aussi évidemment avec nos partenaires et nos concurrents. On va analyser, donc quantifier avec des logiciels le niveau d'harmonique et apporter une correction au travers de filtres passifs, de filtres actifs ou de variateurs propres de type active front-end. Voilà, donc on a un process rigoureux d'analyse. Alors, qu'est-ce qui est différenciant chez nous? C'est d'abord tous les constituants qu'on apporte sont en cohérence avec notre stratégie, apportent vraiment des solutions pérennes, qu'on peut contrôler une fois installé et on s'engage donc bien sûr lorsque l'on propose une solution. Voilà. Ce qu'on apporte aussi, c'est un tableau de bord. Du fait de notre stratégie éco-structure, on peut remonter toutes les informations en amont. Donc un tableau de bord qui estime la charge et puis la correction qui est apportée, avec un retour sur investissement de la solution qui est apportée au niveau du traitement harmonique. Il faut savoir que si on ne traite pas les harmoniques sur un gros site industriel, eh bien l'investissement, déjà on dégrade beaucoup, on augmente la consommation électrique, mais sur 10 années, je veux dire, on peut avoir doublé la consommation qu'on aurait dû avoir normalement, avec un traitement harmonique correct. Donc il faut savoir qu'une solution de traitement harmonique a un retour sur investissement généralement de 18 mois, 2 ans. C'est extrêmement rapide, on ne se rend pas compte, mais si on a vraiment un signal très déformé, on va consommer énormément. Des fois 30-40% de plus. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça, on en vient à la question, c'est comment choisir la meilleure solution pour les corriger en fonction de l'application qu'on a. Voilà la question clé. Alors justement, Edouard, est-ce que ça passe systématiquement par un audit? Non, pas forcément, effectivement. Donc on va le voir après. Comme je l'ai dit précédemment, avec une machine simple qui a un niveau de charge très faible, là, il n'y a pas besoin d'audit. On va juste prendre un produit avec une filtration classique, ça suffit. Il y a aussi l'aspect économique. Mais après, si on est plus sur de l'électro-intensif, là, on va devoir réfléchir à ce qu'on va appliquer comme traitement harmonique. Est-ce que ça dépend des puissances installées aussi? Ah oui, c'est clair. Dès qu'on est au-dessus de 100 kW, on doit penser forcément traitement en pollution harmonique. Donc, généralement, quand on reste en dessous du tantet de kilowatts, on est sur le segment des machines. 15, 5, 15, 20, 40, ça va, on n'a pas besoin de se poser trop de questions. Et après, dès qu'on passe les 100 kW, là, ça devient critique. Est-ce qu'on peut dire qu'au-delà de 100 kW, c'est préconisé de faire un audit? Oui, on peut. Oui. Au-delà de 100 kW, généralement, il y a au moins poser la question. De toute façon, quand on s'adresse à Schneider sur un variateur de vitesse, on va forcément, le vendeur va forcément poser la question de l'application, du segment sur lequel on trouve, et puis on va apporter les solutions qui conviennent. Et la solution juste, pas forcément mettre en place des filtres extrêmement performants, mais la juste solution pour être déjà conforme et pour avoir une économie d'énergie tout à fait acceptable. Et Edouard? Oui, Edouard, une question là sur le chat d'Éric Béjot, c'est est-ce que la perte de rendement due au filtre harmonique de quel ordre est la perte du rendement du filtre harmonique? Ça dépend des filtres. Alors si c'est du filtre passif, le rendement d'un filtre passif, il est très bon, il est de 98%. Au niveau d'un filtre actif, c'est un composant aussi électronique, donc généralement on est à 97%. Mais c'est minime par rapport à l'apport, si vous voulez, à l'apport d'économie d'énergie. C'est minime. Voilà. Si c'est une self, c'est 2%, on a un petit peu de dégagement thermique, voilà. Donc pour revenir si on revient aux différentes solutions, à la graduation des solutions, on a en haut une solution standard, c'est-à-dire pour les machines, avec un produit nu, ou alors on peut y apporter une self pour être aux alentours des 40% de THDI.
Après, on a des produits qui intègrent des filtres ou alors qui sont en technologie CLS parce qu'on diminue la valeur du pont dresseur et du banc capacitif intégré au variateur. Donc, on a un niveau d'harmonique inférieur à 30%. C'est ce qu'on utilise, nous, dans le segment du building. Et puis après, on a les solutions de filtrage, donc soit filtre passif, soit filtre actif. Donc, on va de 15 à 5%. Et puis après, on a les solutions multipulses. Quand on est au-dessus de 500 kW, donc sur des gros variateurs, elle est systématique en moyenne tension. On a généralement des transformateurs 12, 18, 24 pulses qui permettent d'avoir un niveau d'harmonique là très faible. D'accord. Il doit y avoir une autre question de Christophe Bill. Merci pour la question. C'est à la lecture de votre schéma de puissance, avez-vous une autre solution de convertisseur alternatif continu, par exemple une alimentation PFC? Qu'est-ce que vous appelez par PFC? C'est quoi? Power Factor System? Qu'est-ce qu'ils appellent comme PFC? Ouais, Christophe Bill. Oui, c'est ça. Alors, les facteurs de puissance, bon, alors l'harmonique améliore le facteur de puissance, ça c'est très clair. En revanche, c'est plus une notion de cosmique, on va gérer, c'est-à-dire de déphasage entre tension et courant. Nous, au niveau des harmoniques, on va vraiment travailler sur la forme d'onde du signal sinusoïdal. On ne va pas travailler vraiment sur, enfin, bien sûr, il va en résulter une amélioration du COSFI, mais c'est pas l'objet premier de la solution. PFC ne traite pas les harmoniques. Alors, si on reste sur ton slide, Edouard, là, comment puis-je être sûr que ma solution est nécessaire et suffisante? Alors, on va le voir juste après. En fait, on va en fonction donc des 3 segments que j'ai présentés, donc machine, building et puis end user. On va adapter en fait des solutions, alors des solutions ou des composants qui sont juste nécessaires. Donc pour les machines, là on va tolérer un niveau d'harmonique assez important puisque l'impact sur le transformateur amont est faible. Au niveau du building, la législation là nous impose un traitement d'harmonique, donc là ça sera intégré au produit. Et puis après on a une graduation. Donc c'est là où on va poser vraiment la question, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc ça on va le voir en fonction du ratio puissance transformateur amont. Parce que si le décalage n'est pas très important, on risque de saturer le transformateur amont. Donc là, il va falloir une filtration plutôt filtrative. En revanche, si le courant reste encore relativement raisonnable, s'il est à 50% de charge du transformateur, là, on pourra mettre un filtre passif. Est-ce que la solution du filtre était également liée à un régime de neutre? Non. Non. Alors, il y a un point sur lequel il faut faire attention, c'est en monophasé, parce que quand on est neutre à la Terre, si on a du monophasé, on a des harmoniques de rang 3 qui se somment algébriquement. Donc là, il faut faire attention au diamètre des câbles du neutre et de la Terre. Parce que là, on va avoir des courants de circulation très importants. Donc, il faut quand même faire attention en monophasé. En triphasé, là, on a déjà un effet de foisonnement. Et puis, je dirais que là, on contrôle mieux. Généralement, on a un contrôle, on est en TI, c'est-à-dire qu'on a un vigilome. Donc, on a un contrôle double isolement. Voilà, excusez-moi. Donc, si on regarde les différentes solutions, les différents segments, si on est sur une machine, on va pouvoir généralement se limiter à une self de ligne ou bien à une self qui est intégrée ou à un filtre qui est intégré dans le variateur. Donc ça, c'est juste pour repositionner les applications machines. Les applications machines, c'est des applications qui peuvent être très simples. Ça peut être des tapis roulants, des débatteurs, là, des portillons automatiques, des contrôles d'accès. Là, généralement, on ne se pose pas la question des harmoniques, il n'y a pas de filtration, parce que l'impact est relativement faible.
Après, sur les machines de production, bon, là aussi, la consommation est relativement faible et généralement, on met une self de ligne. Ouais, une question de Christophe Dill à nouveau. Est-ce que les harmoniques imposent un choix de disjoncteur particulier, et notamment pour les plus puissances inférieures à 100 kW? Et ensuite, une autre question d'Éric Béjot, mais je te laisse répondre à celle-là. Au niveau des disjoncteurs, non, parce que en fait, ce qui pose problème au niveau des disjoncteurs, c'est plutôt le CEM, c'est-à-dire c'est tout ce qui est rayonné et induit qui peut poser des problèmes sur les systèmes électroniques. Donc on a des disjoncteurs immunisés, mais sinon non, il n'y a pas de préconisation spéciale, puisqu'on travaille sur le courant efficace, c'est-à-dire la résultante entre le courant apparent, voilà, D'accord. et le Et courant moteur, pardon. une autre question d'Éric Béjot, c'est qu'en étude d'interaction filtre actif et filtre passif et batterie de condensateur. Alors généralement, on évite de mixer filtre passif, filtre actif. Hein. Si on prend du filtre actif, on reste, nous on préconise que du filtre actif pour éviter les résonances. Après, les batteries de condensateurs ne posent pas de problème, on les prend en compte dans nos calculs. Et on évite de mixer, de faire un mix filtre actif passif. Si on est en filtre actif, on reste en filtre actif. On va y venir. Hein. On va y venir. Voilà. Donc, premier système de filtration, inductance d'essai qui permet d'avoir un niveau d'harmonique inférieur aux alentours des 40%. Voilà. Après, on a tout ce qui est filtre passif pour le building. Donc, les filtres passifs, généralement, sont intégrés au variateur. Ils sont intégrés. Voilà, donc les variateurs dans le building, c'est surtout les fluides, hein, c'est surtout de la HVAC, c'est de la commande de pompe, voilà, c'est surtout tout ce qui est flux d'air. Donc la technologie qu'on va déployer pour limiter les harmoniques, ça va être une technologie, ce qu'on appelle CELES, de réduction des condensateurs. Comme on n'a pas besoin de beaucoup de surcouples sur des couples variables comme la ventilation, eh ben on va pouvoir diminuer en fait la capacité en aval du pont de Gretz, c'est-à-dire du pont en dresseur, et on va diminuer de ce fait le niveau d'harmonique à 30%. Il n'y a pas besoin de filtre additionnel. Le variateur, ce qu'on appelle l'Altivar Building, Altivar 212, intègre cette filtration de base. Après, on va avoir tout ce qui est notion de filtre actif ou de variateur, ce qu'on appelle low harmonique, c'est-à-dire avec un filtre actif intégré, qui va permettre d'être en dessous des 7% d'harmonique. Donc, où rencontre-t-on, là on est sur le marché end-user, où rencontre-t-on ce type de variateurs? Donc, généralement, c'est des variateurs plutôt électro-intensifs qu'on a dans les infrastructures, qu'on a sur les systèmes de traitement de l'eau, de pompage, wastewater, tout ce qui est aussi MMM, donc le hoisting, cimenterie, aciérie, voilà, on est plus sur de l'électro-intensif. Et on va avoir une partie qui va nécessiter donc du traitement des harmoniques. Comme je le disais, c'est tout ce qui est l'eau. Et là, on va pouvoir avoir une solution avec des variateurs, ce qu'on appelle propres, qui intègrent le filtre actif. Voilà. Alors, pour cette approche vraiment traitement harmonique au travers des filtres, donc on a en fait 4 solutions. La première, ce sont des filtres passifs qui permettent d'avoir un THDI à peu près de entre 20 et 15%. Après, on va avoir une solution filtre actif séparé qui va avoir un traitement global sur un groupe de variateurs. Par exemple, on a un groupe de variateurs de quelques dizaines de kilowatts, et on va pouvoir travailler, faire la mutualisation de toutes les harmoniques générées par ce groupe de variateurs et proposer un filtre harmonique, un filtre actif. Après, on peut avoir le filtre actif directement intégré au variateur. Ce sont ce qu'on appelle des structures AFE, Active Front-End, qui se resynchronisent avec le réseau. Donc ça permet aussi d'avoir de la récupération d'énergie sur le réseau. Donc ça, c'est des variateurs qu'on appelle propres ou Active Front-End. Et puis, généralement, ça c'est en moyenne tension, on a des multipulses, c'est-à-dire qu'on a des transformateurs 18 ou 24 pulses, jusqu'à 36 pulses, pour
pour attaquer les bras onduleurs. Donc là, ça permet de reconstituer une sinusoïde presque parfaite. Donc très rapidement, si on voit ces 4 possibilités, au niveau du filtre passif, voilà, là c'est en fait généralement des structures en T ou en Pi, qui permettent donc des passebandes qui permettent de réduire les niveaux d'harmonique entre 15 jusqu'à 10%. Donc on ne mixe pas généralement, oui, filtre passif et filtre actif pour éviter les phénomènes de résonance. Ouais, on a une question de Christophe Bill, Edouard. Si on a un disjoncteur différentiel, nous avons un courant dans le neutre, est-ce que cela peut être gênant? Alors, généralement, dans l'industriel, on est en neutre séparé. On a un contrôle de vigilome, donc un contrôle de double isolement. Donc en 400 volts en tri, non, c'est pas très gênant en fait. C'est dans le cas de neutre à la terre, mais ça c'est plutôt utilisé en Allemagne. Mais normalement, non, on n'a pas trop ce problème. Je dirais que c'est si on n'avait pas de traitement harmonique que ça poserait plus de problèmes. Parce qu'on aura une résultante dans le cas de contrôle d'isolement à la terre avec des détecteurs homopolaires du fait de la déformation des sinusoïdes. Là, on pourrait avoir des courants de fuite ou des mesures de courant plus importantes. Ça va plutôt je dirais, dans le bon sens. Pour les courants de fuite à la terre, je crois qu'on préconise des disjoncteurs différentiels SI aussi, Edouard. Alors, SI, c'est plus pour les CEM, c'est plus pour tout ce qui est rayonné et induit. Et c'est plus les perturbations CEM qui posent problème. C'est pas les harmoniques. Non, mais ça rejoint l'histoire de disjoncteurs différentiels associés aux courants de fuite, en fait. Avec la problématique des courants de fuite. Ouais. Mais il faut savoir aussi que la plupart des problèmes de disjonction viennent de problèmes CEM et non pas de problèmes harmoniques. Donc après, on a les systèmes de filtration actifs, donc là qui permettent d'avoir une réduction des harmoniques de façon substantielle, donc inférieure à 5%, donc au travers des filtres actifs. Donc on a des filtres qu'on appelle un filtre global qui permet de traiter les harmoniques sur un groupe de variateurs. Donc là, ça permet d'avoir en fait pour un site avec plusieurs variateurs qui soient propriétaires ou concurrents, de faire des mesures en amont et puis de mettre le filtre actif qui convient. Voilà. Typiquement, on a une offre qui s'appelle AcuSign PCS. On a, donc c'est en courance, on a des variateurs qui vont de 60 ampères jusqu'à 300 ampères. Et qui peuvent être certifiés marine aussi. Donc ça c'est important, dans la marine, généralement c'est des groupes électrogènes. Donc là on impose un traitement harmonique assez rigoureux. Il faut savoir que nos variateurs et nos filtres AcuSign, nos filtres actifs sont certifiés marine. C'est un point important. Voilà. C'est la gamme AcuSign. Il y a tous les types de conditionnement et bien sûr la communication Ethernet IP, TCP/IP. Voilà. Et puis après, il y a le filtre local, c'est-à-dire intégré directement au variateur. Ça, c'est le cas sur des variateurs de forte puissance à partir de 100 kW. Donc pour ce filtre harmonique, en fait, la caractéristique de Schneider, c'est qu'on a un filtre harmonique 3 niveaux, ce qui permet par rapport aux 2 niveaux d'avoir un niveau d'harmonique inférieur à 5%. Donc on arrive à 3% avec ce système-là 3 niveaux. Par rapport à un 2 niveaux, on a nettement une efficacité nettement plus importante, accrue. Ça, c'est un point important. Et c'est aussi important pour les courants en mode commun qui provoquent des claquages au niveau des roulements aussi. On peut avoir des phénomènes aussi d'isolation au niveau des roulements. Donc c'est important aussi pour la maintenance préventive d'avoir ce type de filtre actif. Et les différentes certifications, les normalisations auxquelles sont attachés nos variateurs qui intègrent ces filtres actifs. Et donc les filtres actifs, on les intègre dans les variateurs de 110 jusqu'à 1 MW. Et puis après, il y a tout ce qui est
architecture multipulse, c'est-à-dire qu'on va attaquer les bras onduleurs au travers d'un transformateur 12, 18, 24 pulses. Et ça, c'est généralement au niveau de la moyenne tension. Question Edouard de Stifons. Je rencontre régulièrement des disjonctions de disjoncteurs amont à la niche hors tension de la machine. Est-ce que cela peut être dû aux harmoniques? Sur quel type de machine? Ouais, Si vous pouvez, ça dépend du type d'arrêt. Ce qu'il faut regarder, c'est la séquence d'arrêt, si elle se fait bien. Si c'est un variateur, il faut bien prendre soin de s'assurer. Si on ouvre la puissance avant le contrôle, effectivement, on peut avoir une surtension qui peut apparaître aux bornes de la protection amont. Donc, il faut bien regarder la séquence, c'est-à-dire couper d'abord tout ce qui est électronique de commande, puis ensuite ouvrir le contacteur puissance. Et si généralement voilà, si généralement on ouvre la puissance et que la commande est encore présente, oui, on peut avoir des problèmes de surtension. Il faut aussi regarder cet aspect séquence, surtout à l'arrêt. Voilà, là, on rentre, pas forcément des harmoniques. Moi, je pense pas que les harmoniques génèrent, enfin, surtout à l'arrêt, ça crée pas ça. Enfin, je pense pas. Je pense pas. Après, il faut regarder. Hein. Les harmoniques, ça peut créer un échauffement important. Oui, par surchauffe, on peut avoir des disjonctions. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Mais dans une séquence bien particulière, à un moment bien précis d'arrêt, à mon avis, il faut regarder plus la séquence. Mais bon, voilà, après, on entre dans des cas très particuliers. Donc après, on a tout ce qui est système multipulse. Hein, donc on va attaquer les bras onduleurs en aval d'un transformateur avec plusieurs enroulements, ce qui permet d'attaquer chaque bras onduleur en basse tension, donc en dessous de 700 volts. Et puis surtout, on reconstitue une sinusoïde presque parfaite. Hein. Donc ça, c'est un point essentiel, parce que le fait de reconstituer une sinusoïde parfaite, outre le fait qu'on n'a pas d'harmonique, on peut avoir des longueurs de câble extrêmement importantes. On peut aller en moyenne tension jusqu'à 2 km. Et en basse tension, on peut aller facilement jusqu'à plusieurs centaines de mètres sans avoir à mettre un filtre sinus ou un filtre aval. Ça aussi, ça joue aussi sur les longueurs de câble, parce que si on ne traite pas, on peut avoir des phénomènes de résonance ou des gros problèmes sur des grandes longueurs, des pertes en ligne très importantes sur des grandes longueurs de câble entre le variateur et le moteur. Là aussi, ça joue. Et puis, ça évite aussi les surchauffes moteurs. Hein, tout ça est lié. Hein, donc, c'est quand même pas si anodin que ça. Alors, les exemples, hein, qu'est-ce que nous, on a fait pour apporter ça? Eh ben déjà, au niveau de nos produits sur les process et les utilités, on intègre les filtres traitement harmonique inférieurs à 40% dans dans nos gammes Altivar Process. Hein. On les intègre déjà, donc on n'a pas besoin de filtres passifs, ça c'est un premier point. Et puis ensuite, on s'attache à regarder l'application. Donc ça, c'est un point important. On regarde l'application. On ne dit pas tout de suite, oui, vous avez besoin de traitement harmonique. On regarde si nos variateurs filtrent suffisamment les harmoniques en fonction de la taille de toute l'installation. Ça, c'est important. Après, on a des logiciels qui permettent, en fonction du parc installé de variateurs, qu'ils soient propriétaires ou tiers, en intégrant les bancs capacitifs, en intégrant tout ce que vous avez dans votre installation, on peut déjà vous dire quel niveau d'harmonique vous avez et s'il est acceptable ou non. Typiquement, si on a un THDI de 25%, ça peut être cohérent, mais si le transformateur n'est pas assez puissant, il peut saturer et on peut avoir un THDU en tension qui peut ne pas être bon. Hein. Donc au-delà de 5%, si on a une déformation supérieure à 5%, ça devient critique. Voilà, on regarde tous ces points-là. Il y a toujours une analyse avec des outils extrêmement simples à mettre en œuvre, hein, qui peuvent être mis en œuvre en quelques minutes si on a toutes les informations pour vous dire quel est votre niveau harmonique actuel et qu'est-ce qu'on peut proposer. Voilà, donc il faut savoir, on tient compte du phénomène de foisonnement, hein, le fait d'avoir plusieurs variateurs peut permettre aussi de diminuer un petit peu le niveau d'harmonique. Donc on tient compte de toute l'architecture de votre usine.
Donc typiquement, on va aussi regarder en fonction du parc installé, qu'il soit ancien, neuf, récent, propriétaire, tiers, pour apporter des solutions. Là, ici, on est en filtre actif, donc on peut avoir plusieurs filtres actifs en parallèle. Et puis on regarde aussi la façon, les séquences de fonctionnement. En normal secours, généralement en secours, on peut avoir des groupes électrogènes, ou la nuit, on délaisse certains composants. Voilà, donc on s'adapte en fonction du cycle de votre production. Voilà. Et on a donc des logiciels, et la mesure, on fait une analyse et après la correction. Donc dans cet esprit-là, on reconstitue vraiment toute la distribution électrique et on regarde le niveau d'harmonique en amont et en aval du transformateur, avec bien sûr tous les constituants que vous avez dans votre usine. Alors ici à gauche, on a la norme 2003 concernant le traitement de l'eau. Après, on va traiter les différentes charges et puis on va apporter, généralement dans l'eau, on met des variateurs avec filtre actif intégré. Des variateurs l'eau harmonique jusqu'à 800 kW. Alors typiquement, les grandes réalisations, on a apporté par exemple pour la SIAP un traitement harmonique global. C'est-à-dire qu'on a installé, c'est le premier centre de traitement de l'eau en Europe. Il se trouve, c'est Seine-Aval, il se trouve dans les boucles de la Seine, il se trouve à l'ouest de Paris, à l'ouest parisien. C'est le premier centre de traitement de l'eau. C'est à peu près 5 millions d'habitants. Ça traite l'eau pour 5 millions d'habitants, donc surtout l'agglomération parisienne. C'est en fait un site qui regroupe plus de 250 variateurs. Donc il y en a 55 qui sont de grosse puissance et qui sont l'eau harmonique, c'est-à-dire qui intègrent le filtre actif. Et puis après, pour l'ensemble du parc, on a mis des filtres AcuSign, c'est-à-dire des filtres actifs globaux. On arrive à un niveau d'harmonique inférieur à 10%. Voilà, c'est typiquement l'installation, une des plus grosses installations qu'on a faites avec le traitement d'harmonique. Voilà. Ou pour le traitement de l'eau. Donc là, c'est indispensable puisque le niveau de consommation des pompes est extrêmement important. Ce qu'il faut bien différencier, c'est les différentes pollutions électriques. Il y a une pollution électrique, je dirais, basse fréquence qui est générée par les ponts d'entrée des constituants électroniques. Au niveau des variateurs, c'est le pont dresseur. Donc là, ça génère en fait une déformation de la sinusoïde avec des rangs harmoniques de rangs en triphasé, de rang 5, 7, 9 et ainsi de suite. Mais on reste inférieur aux mégahertz, donc c'est 250 Hz et ainsi de suite. Donc on va traiter plutôt les rangs harmoniques 5, 7, 9, 11, 13 maximum. Et puis pour tout ce qui est CEM, là c'est tout à fait différent puisqu'on est directement sur le mégahertz et c'est généré par le pont de sortie, c'est-à-dire par les ponts onduleurs et la commutation des IGBT qui crée en fait de la haute fréquence. Et cette haute fréquence, là, elle ne déforme pas la sinusoïde, mais elle induit une pollution rayonnée et induite, et qui affecte généralement les signaux bas niveau, c'est-à-dire les signaux de commande électronique. C'est deux choses qui font bien scinder. Voilà. Il y a une autre préconisation. Est-ce qu'on a des préconisations particulières en fonction des applications et notamment des associations? Tu as évoqué l'association de groupes électrogènes. Si j'ai un compresseur, par exemple, est-ce qu'on a des recommandations particulières sur le disjoncteur à utiliser? Alors, sur les groupes électrogènes, ça c'est important d'avoir du traitement harmonique parce que généralement, le groupe électrogène est alimenté au plus juste. Donc tout ce qui est alternateur ne tolère pas les harmoniques. Donc il faut avoir systématiquement un traitement d'harmonique sur les groupes électrogènes et dans les navires en particulier. Donc là, c'est pas une imposition, mais c'est quand même quelque chose qui est fortement demandé, au moins en dessous de 10%. Après, au niveau de la protection, non, il n'y a pas de choses particulières. Ça affecte des signaux bas niveau. Donc là, c'est pas le problème de disjonction, il est plutôt sur les CEM haute fréquence, qui polluent le signal électrique et la mesure électrique au niveau du disjoncteur. Là, on a des disjoncteurs immunisés SI qui justement
permettent d'éviter les problèmes de CEM. Mais là, on est sur de la haute fréquence. Après, si on ne traite pas au niveau des harmoniques, sur des fuites qui sont faites par des tores homopolaires, la déformation, oui, peut créer des courants de fuite résultants importants, disons qu'ils peuvent faire déclencher des disjoncteurs de 400 milli, mais enfin 400 milli, c'est déjà assez important, quoi. Et il n'y a pas de préconisation spéciale par rapport aux harmoniques, non. Okay. Il y avait une autre question sur laquelle je reviens, c'était tous les utilisateurs du tarif jaune. Les abonnés au tarif jaune sont neutres à la Terre. Est-ce qu'il y a des préconisations particulières? Neutre à la Terre, il faut faire attention au diamètre du câble de neutre et de terre, parce que tarif jaune, généralement, ça touche pas mal le résidentiel, enfin le résidentiel, tout du moins tout ce qui est bureau, et c'est du monophasé. Donc tout ce qui est harmonique en monophasé, c'est des harmoniques de rang 3. Donc ces harmoniques-là, elles se somment de façon algébrique. Donc elles se retrouvent directement au courant de circulation sur le neutre et la Terre. Donc là, attention au diamètre du câble du neutre et de la Terre. Donc là, c'est un point qui est important. Faire attention. Alors, on a bien compris qu'au-delà de 100 kW, il était préconisé de faire un audit. Néanmoins, il y a des produits qui nous permettent de faire des valeurs de mesure d'harmonique, notamment les compacts NFX sur lesquels on peut avoir l'information des harmoniques à travers Modbus. Est-ce que ça nous permet déjà de faire une première étude harmonique? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut déjà avoir, ça permet déjà de donner une bonne information. Oui. Après, il faut regarder si on voit un niveau d'harmonique important, c'est-à-dire au-dessus d'un THDI au-dessus de 50% en courant, là, il faut regarder le ratio entre la puissance du transformateur amont et les différents composants qui génèrent des harmoniques, c'est-à-dire déjà les variateurs, ça c'est le premier point, et puis après on peut avoir d'autres compresseurs qui sont, constituants qui peuvent être alimentés par, ça peut être des compresseurs, oui, effectivement, qui peuvent être alimentés électroniquement. Justement, sur les compresseurs, est-ce qu'on a une recommandation particulière? On a une question, je travaille avec un fabricant de compresseurs. Est-ce qu'il y a un disjoncteur de protection générale particulière recommandé en association avec les variateurs? Non, il n'y en a pas. Alors, ça dépend des compresseurs. Il y en a qui démarrent en direct. Est-ce qu'on préconise de mettre un disjoncteur différentiel, par exemple, ou un magnétothermique? Un magnétothermique, oui. Magnétique. Un magnétique, c'est obligé. C'est obligatoire, oui. Magnétique, oui. Oui, ça suffit. Après, tout ce qui est thermique, s'il y a un variateur de vitesse, généralement, tous les variateurs intègrent la protection cuivre FR, donc tout ce qui est échauffement thermique. Ça l'intègre. Mais magnétique, c'est suffisant. Et il faut généralement éviter de mettre une protection différentielle aussi, c'est pas utile. Enfin, si on a un vigilome en amont, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Edouard. Donc on a évoqué, je pense, et on a balayé la totalité des questions. On nous demande si effectivement on ne pourrait pas faire une présentation sur axée plus sur la partie compatibilité électromagnétique. Donc effectivement, on pourra effectivement envisager cette présentation et avoir le même détail et regarder les standards en vigueur et comment on répond avec la variation de vitesse à ces problèmes de compatibilité électromagnétique. Oui, je vous remercie Edouard, je vous remercie tous merci beaucoup d'avoir participé à cette Innovation Talk et à bientôt pour un nouveau module.